Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce 8ème épisode de la série pour créer un FPS en multijoueur avec Mirror sur Unity. Au programme d'aujourd'hui, le respawn. On va faire en sorte que lorsque nos joueurs n'aient plus de points de vie, ils soient éliminés, et une fois éliminés, ils vont pouvoir réapparaître quelque part dans la scène. Juste avant de vraiment se concentrer sur la partie respawn, on va commencer par ouvrir le script player. À l'épisode précédent, on a ajouté une fonctionnalité qui sont les dégâts. Donc un joueur peut tirer sur un autre pour lui faire des dégâts tout simplement. Il va falloir qu'on modifie un petit peu la méthode take damage. Comme vous pouvez le voir, actuellement, cette méthode est une méthode entre guillemets normale. Elle n'est ni marquée comme une commande, dont on a déjà parlé, ni marquée comme une méthode client, dont on a également déjà parlé. Ce qui veut dire que le système de dégâts n'est pas tout à fait bien configuré actuellement sur le réseau. Si on veut, la partie technique est déjà bien en place, c'est ce qu'on a fait à l'épisode précédent, mais la partie réseau et communication n'est pas tout à fait bien configurée. Ce qu'on va donc faire, c'est marquer la méthode takeDamage comme étant une méthode client RPC. Donc on a juste à mettre un attribut client RPC juste au-dessus. Petit rappel, quelle est la différence entre une commande et un client RPC? Donc une méthode qui est marquée comme étant une commande, c'est quand la méthode est appelée sur le client vers le serveur. Et lorsque c'est client RPC, c'est l'inverse, c'est depuis le serveur, c'est le serveur qui va envoyer des informations aux instances, donc au client. Comme on l'a fait pour les commandes, juste pour pouvoir bien faire la différence, takeDamage, on va le renommer en RPC takeDamage. En faisant cette modification, il va falloir qu'on modifie un autre script. Si on revient sur Unity, après avoir sauvegardé, on va avoir une erreur dans la console, qui nous dit qu'effectivement dans PlayerShoot, eh bien, on ne sait pas ce que c'est takeDamage. Donc vous pouvez double-cliquer sur l'erreur ou ouvrir PlayerShoot comme vous voulez. Et tout en bas de PlayerShoot, on a donc la méthode takeDamage qui est appelée, qu'on va renommer en RPC takeDamage. Je vais vous ajouter en description un lien vers la documentation officielle de Unity, vers une page précisément, celle des Remote Actions. C'est en fait une page qui va vous expliquer comment fonctionnent les commands, qu'on a donc déjà vu, d'ailleurs on en a une juste ici, et les méthodes marquées comme étant client, comme celle qu'on a actuellement ici. Sur cette page, vous avez des explications et des exemples. Alors c'est une page qui, de base, a été rédigée pour Unet, nous sommes sur Mirror, mais le principe et le fonctionnement sont les mêmes. Je vais quand même vous faire une légère piqûre de rappel pour que vous puissiez bien vous souvenir de quelle méthode est appelée dans quel ordre. Donc concrètement, si un joueur clique, on va appeler la méthode shoot, méthode qui est marquée comme étant client, ce qui veut dire que le serveur, lui, ne peut pas lire cette commande, ça va être uniquement sur le client. Si ce tir touche quelque chose, c'est cmd player shot qui va être appelé, donc une commande, ce qui veut dire que c'est le client qui va envoyer cette méthode au serveur, parce que c'est une commande. Et dans cmd player shot, on appelle donc RPC takeDamage, qui est sur le script player, qui lui est marqué comme étant client RPC, ce qui veut dire concrètement que cette méthode, elle va être lue chez tous les clients. C'est donc le serveur qui va prévenir les clients que cette méthode doit être lue. Voilà pour le petit rappel. Passons maintenant au sujet principal de cette vidéo, le respawn. En réalité, avant de parler de respawn, donc de réapparition pour la traduction, il faut qu'on sache si le joueur est éliminé. Parce que si on n'a pas cette information, on ne sait pas quand il doit réapparaître. On va donc commencer, dans le script player toujours, par ajouter une booléenne, qu'on va mettre en privé, et qu'on va sobrement appeler isDead, donc est mort ou est éliminé, qu'on va mettre par défaut à false. Donc lorsque le joueur va apparaître, par défaut il ne sera pas considéré comme éliminé, ce qui est plutôt normal. La valeur de isDead, on va avoir besoin de la récupérer depuis pas mal d'autres scripts. Par exemple, le script qui permet le déplacement du personnage, eh bien on ne veut pas que le personnage puisse justement se déplacer s'il est éliminé. On va donc ajouter un underscore devant cette variable, donc un tiré du bas devant isDead, et on va créer un accesseur. Cet accesseur, on va le mettre en public, ce sera une booléenne qui sera envoyée, qu'on va appeler isDead. Donc comme celle qu'on a au-dessus, mais sans le underscore. On va ouvrir les accolades, comme si c'était une méthode, et à l'intérieur, on va écrire get, on va réouvrir les accolades, et à l'intérieur, on va simplement mettre return underscore isDead. On va ajouter une autre action à l'intérieur qui va être le set pour attribuer la valeur, et on va dire entre accolades ici que isDead va être égal à value. Le set, on va le marquer comme étant protected, pour qu'il ne puisse pas être modifié depuis plusieurs endroits. Bien que, théoriquement, vous êtes des utilisateurs intermédiaires de Unity et du C#, vous n'avez peut-être jamais vu ce que l'on vient d'écrire. Simplement parce que ce n'est pas forcément la manière de faire la plus commune sur Unity, et plus précisément dans les tutoriels que j'ai proposés jusqu'à maintenant.
Je vais donc brièvement résumer ce à quoi correspondent ces lignes, et un rappel ne fera pas de mal pour les connaisseurs. Ce que l'on vient de faire ici, c'est ce qu'on appelle une propriété, que je vais appeler property, vu que c'est le vrai terme. Concrètement, c'est un mécanisme qui va nous permettre de lire et d'écrire la valeur de la variable underscore isDead, qu'on a au-dessus, sans avoir à créer des vérifications sur la variable en elle-même. On va uniquement se servir de cette property pour lire et modifier la variable en question. Et à l'intérieur de cette property, justement, on retrouve deux lignes, get et set, qu'on appelle des accesseurs ou accessors en anglais. Get va littéralement récupérer la valeur de underscore isDead et va la renvoyer. L'accesseur set, lui, va nous permettre de simplement écrire une valeur dans la variable isDead. On va marquer simplement ce qu'on va lui passer, vous allez voir ça dans un instant. Set, on l'a marqué comme étant protected, ce qui fait que seule cette classe player aura la possibilité de modifier la valeur underscore isDead. L'accesseur get, lui, n'est pas marqué comme étant protected et il va donc pouvoir être utilisé depuis n'importe quelle autre classe ayant accès au script player. Concrètement, avec cette property, on va pouvoir accéder au statut du joueur depuis n'importe où, mais on ne veut pas pouvoir modifier cette valeur depuis n'importe où. Je vais vous ajouter en description deux liens qui vont vous permettre de mieux comprendre ces properties et ces accesseurs si jamais vous n'avez pas tout compris. Notre variable isDead qu'on a tout en haut, et qui contient donc le statut de notre personnage en quelque sorte, on va le marquer comme étant SyncVar. Il faut que cette variable soit synchronisée sur le réseau et qu'on sache quel joueur est éliminé ou non. Maintenant qu'on a un endroit où stocker le statut de notre personnage, est-ce qu'il est encore en vie ou non, et bien maintenant il faut réellement attribuer cette valeur. Il faut donc que, si le personnage n'a plus de points de vie, on marque isDead comme étant à true. Et par conséquent, si le personnage est éliminé, il va falloir qu'on fasse un certain nombre d'actions. On va donc créer une nouvelle méthode, tout en bas, qu'on va marquer en privé, et qu'on va simplement appeler die. Et dans cette méthode die, on va juste indiquer que isDead est égal à true. Cette méthode va donc nous permettre de marquer le personnage comme étant éliminé. Il faut qu'on appelle maintenant cette fameuse méthode, et on va faire ça depuis RPC takeDamage. Après chaque tir subi par un joueur, on va vérifier son nombre de points de vie restants, donc on va dire if current health inférieur ou égal à 0, et si effectivement le personnage n'a plus de points de vie, alors on va appeler notre méthode die. Ce qu'on peut ajouter, petite optimisation, c'est dans RPC takeDamage ici, vérifier que le personnage n'est pas déjà éliminé. Donc si le personnage est déjà éliminé, if isDead, on va ici faire un return. On va maintenant faire quelques autres choses. Dans die, justement si le personnage est éliminé, il n'a plus de points de vie, eh bien on ne veut plus qu'il fasse certaines actions. On veut pas qu'il puisse se déplacer, on veut pas qu'il puisse tirer avec son arme, et pour faire ça, il va falloir qu'on désactive certains components de notre joueur, et notamment des scripts. Avant de se lancer tête baissée dans ce système, on va penser optimisation et respawn. Là, on est en train de traiter la mort du personnage. Lorsque le personnage est éliminé, on va donc vouloir, comme je l'ai dit, désactiver certains composants. Et certains de ces composants, on va également vouloir les réactiver derrière lorsque le personnage va réapparaître. Mais comme vous le savez, pour chaque joueur, selon à qui il appartient, on aura des composants qui seront activés ou désactivés. Ce que je veux dire par là, c'est que si je vais sur Unity, que je sélectionne la préfab de mon joueur, on a le script player setup où on a indiqué un certain nombre de composants. Ces composants, chaque joueur les a tous. Sauf que chez nous, ces scripts sont activés pour nous, mais sur les autres joueurs, toujours chez nous, ces scripts sont désactivés. On en avait déjà parlé, c'est pour éviter de prendre le contrôle d'un autre joueur, de tirer avec l'arme d'un autre joueur, de contrôler sa caméra, et toutes ces choses-là. Ce qui veut dire qu'on va pas pouvoir bêtement, lors de la mort du personnage, désactiver tous ces scripts, puis lors de sa réapparition, tous les réactiver. C'est plutôt logique par rapport à tout ce que je vous ai expliqué dans les épisodes précédents, notamment lorsqu'on a mis en place Unit, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident à expliquer, donc j'espère que c'est assez clair. Ce que je veux dire par là, c'est donc qu'on ne va pas pouvoir bêtement désactiver tous les composants et les réactiver lors du respawn. Ce qu'il faut qu'on fasse, nous, pour avoir un système propre, c'est qu'on connaisse l'état d'activation de chacun de ces composants avant la mort du personnage. On va donc faire en sorte de savoir, pour chacun des composants qu'on veut désactiver, quel était leur statut avant. De cette manière, on va pouvoir savoir, au moment de la réactivation, si un composant est censé être activé, ou au contraire, s'il est censé rester désactivé. Encore une fois, c'est vraiment pas simple à expliquer, donc je vous propose qu'on passe directement au système, et vous verrez que, une fois le système terminé, tout sera beaucoup plus clair.
On va donc remonter un petit peu dans notre script player, et on va commencer par identifier et stocker, préparer plutôt le stockage, des différents composants qu'on veut désactiver lors de la mort et réactiver lors du respawn. On va donc créer une variable type serializeField, marquée comme étant serializeField plutôt, et cette variable privée sera de type behavior. On en a déjà parlé, un behavior c'est simplement un composant, c'est un script marqué comme monobehavior, on va donc pouvoir stocker pas mal de choses à l'intérieur, et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs dans player setup. Donc sur notre préfab de joueur, dans player setup, on a donc cet array components to disable avec les fameux composants qu'on veut activer ou désactiver selon si le joueur nous appartient ou non. Le système va un petit peu ressembler à ça, il va être juste un petit peu plus avancé, vous allez comprendre pourquoi. On va appeler cet array de behavior disable on death, donc désactiver à la mort, les fameux composants à désactiver, et on va créer une autre array, qui cette fois-ci sera de type boolean, et qu'on va appeler was enabled on start, donc était désactivé au départ. Concrètement, ces deux arrays, elles vont fonctionner parallèlement. On aura pour chaque élément, chaque composant dans disable on death, son statut lors du démarrage du jeu dans was enabled on start. Par exemple, si on a 5 éléments dans behavior, on aura 5 valeurs dans was enabled on start. Et pour chaque élément qui est dans disable on death, on va simplement lors du démarrage du jeu vérifier si le script est activé ou désactivé. S'il est activé, on mettra true dans was enabled on start, sinon on mettra false. Donc pour chaque élément, on saura en fait s'il était désactivé ou activé lors du lancement du jeu. Maintenant qu'on a de quoi stocker les fameux composants et leur statut de départ, eh bien il va simplement falloir qu'on remplisse ces deux arrays. Dans la fonction awake qui est juste en dessous, on appelle la méthode setDefaults qui va simplement paramétrer les paramètres par défaut de notre joueur. Donc a priori c'est vraiment la méthode parfaite pour ce qu'on a envie de faire. En plus de mettre la vie de base, on va aussi préparer les fameux composants à désactiver lors de la mort et à réactiver lors du respawn. Sauf qu'avec le schéma actuel, on va rencontrer un petit problème. C'est que dans sur notre préfab player, nous avons un script player setup qu'on va pouvoir ouvrir, et dans player setup, on peut voir que on a une méthode disable components qui va donc désactiver les fameux composants qui sont sur les autres joueurs pour, donc on l'a dit, éviter de prendre leur contrôle, de tirer avec leur arme, etc. Donc ce sont pas nos joueurs, on désactive leurs composants juste chez nous. Sauf que disable components est appelé depuis une méthode start. La méthode start est appelée après la méthode awake, ce qui chez nous va être problématique parce que c'est que une fois que disable components a terminé de se lire, que les composants sont donc activés ou désactivés. Et nous, on a besoin de cette information. On veut savoir si ces composants sont au final activés, ils nous appartiennent donc, ou désactivés parce qu'ils ne nous appartiennent pas. Donc dans Player, au moment où Awake va être appelé, le statut en fait de chacun des composants sur les joueurs, eh bien on ne l'a pas encore. On ne va donc pas passer par une méthode Awake, on va juste passer cette méthode en public, et on va l'appeler Setup. Et ce qu'on fera donc tout à l'heure, c'est qu'on va accéder à Player, et appeler la méthode Setup depuis Player Setup, une fois que les composants sont bien désactivés. En attendant, on va préparer cette fameuse méthode Setup. Il va donc falloir qu'on configure nos deux arrays qui sont censés fonctionner en parallèle. On va simplement dire déjà que la taille de wasEnabledOnStart, donc la taille de notre array, va être égale à une nouvelle array de type boolean et qui sera donc de taille disableOnDef.length. Comme je l'ai dit, on aura autant de valeurs dans wasEnabledOnStart que dans disableOnDef. DisableOnDef, on va remplir cet array avec les différents composants depuis Unity, donc depuis l'interface, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de récupérer les components depuis le script. On va le faire à la main après. Par contre, wasEnabledOnStart va fonctionner dynamiquement et fonctionnera en fait tout seul. Nous, on a juste à glisser les composants et le script il est censé faire le reste. Il va maintenant falloir qu'on boucle sur chacun de nos composants, donc on va faire une boucle for. On va donc boucler sur autant d'éléments qu'il y a dans disableOnDef, donc disableOnDef.length, et on va enregistrer simplement le statut d'activation de l'élément sur lequel on est en train de boucler dans wasEnabledOnStart. Donc on va dire wasEnabledOnStart
on va prendre la valeur i, et elle va être égale à disableOnDef i.enabled. Donc pour chaque composant qu'on a dans disableOnDef, on récupère s'il est activé ou désactivé. S'il est activé, on va mettre true dans wasEnabledOnStart, s'il est désactivé, on mettra false. Maintenant qu'on a tous nos composants et leur statut d'activation, on va s'occuper de la méthode setDefaults. Cette méthode elle est donc appelée au démarrage du jeu, donc lorsque setup va être appelé, on va également attribuer la vie actuelle du joueur à la vie maximale, mais setDefaults on va également l'utiliser pour le système de respawn, pour optimiser, et éviter de faire deux ou plusieurs méthodes qui se ressemblent, et on va donc dire que lorsqu'on remet les paramètres par défaut du joueur, on va marquer isDead comme étant false. Forcément, hein, si le joueur est réinitialisé, s'il réapparaît, on ne veut pas qu'il soit toujours considéré comme éliminé. Mais vu que, comme je l'ai dit, setDefaults est appelé au moment d'un respawn, si le personnage réapparaît, il va falloir qu'on réactive ces fameux composants. Donc ceux qui ont été désactivés lors de l'élimination, ce qu'on n'a pas encore fait d'ailleurs, on va le faire dans un instant. Donc on part du principe que le joueur réapparaît, on va donc boucler sur disableOnDef.length, donc sur chacun des composants, et on va accéder à chacun des composants, et on va simplement les activer ou les désactiver selon ce qu'on a dans wasEnabledOnStart i. Donc lors du respawn, on reprend tous les composants qu'on avait dans notre liste et on les active ou désactive selon ce qu'on est censé avoir. Il y a une autre chose que j'aimerais faire lorsque le personnage est éliminé, c'est de désactiver son collider. Si on regarde sur la préfab de notre joueur, donc sur Player, on peut voir qu'on a un Sphere Collider. On a concrètement une boîte de collision qui fait que le personnage ne peut pas traverser les murs. Par contre, lorsque le personnage est éliminé, là par contre, on s'en fiche un petit peu. C'est une pratique assez commune dans les jeux vidéo de désactiver la boîte de collision d'un élément qui est éliminé ou qui n'est plus vraiment important, donc on va le faire aussi pour nous simplifier la vie. Alors il y a une chose à savoir, une petite particularité, c'est que on pourrait se dire qu'on va simplement mettre le collider du joueur dans disableOnDef, ce qui est plutôt logique, lors de la mort on veut désactiver le collider. Sauf que les colliders ne dérivent pas de behavior, c'est-à-dire que si vous essayez de glisser un collider dans une array de type behavior, eh bien Unity ne va pas vous laisser faire. Donc il va falloir qu'on utilise une solution alternative, qu'on contourne un petit peu. On peut faire ça très facilement, on va créer une variable de type collider, je vais appeler call, et je vais simplement écrire getComponent collider, et ensuite on va simplement vérifier si effectivement on a récupéré un collider. Donc si call est différent de nul, on a bien récupéré quelque chose, alors on veut activer ce collider, parce que on est donc dans la méthode de respawn. C'est important de vérifier si on a bien récupéré quelque chose, parce que si call est vide, qu'on ne récupère pas de collider, et qu'on fait call.enabled, Unity va nous dire qu'il n'arrive pas en fait à accéder à enabled, ce qui est plutôt logique vu que call est justement vide. Petite précision, vous avez vu que sur Unity on a un Sphere Collider, sur notre préfab, et ici je n'ai pas mis Sphere Collider mais juste Collider. Il faut savoir que Sphere Collider, Box Collider, Cylinder Collider, Mesh Collider, enfin bref, toutes les boîtes de collision qui existent dérivent de Collider. Donc en fait, on peut mettre, si vous voulez, dans Collider n'importe quel type de boîte de collision. Que ce soit une boîte, que ce soit une sphère, un cylindre, ou quoi que ce soit d'autre. Chez moi j'ai mis un Sphere Collider, mais ça fonctionnera aussi si vous avez mis un collider de type différent. Par contre, ce qui ne fonctionnera pas, et ça c'est très important de le préciser, c'est si vous avez plusieurs colliders. Parce que là, tel que moi je l'ai fait, je ne récupère qu'un seul élément. Donc Unity, il va simplement prendre ma préfab, il va prendre le premier collider qu'il va trouver. Nous on en a qu'un, hein, donc ça fonctionne. Par contre, si vous en avez plusieurs, là vous risquez d'avoir des problèmes parce que Unity ne va récupérer qu'un seul collider et le désactiver ou l'activer. Dans l'éventualité où vous avez plusieurs colliders, vous pouvez créer une array, un petit peu comme on a fait avec disableOnDef ici. Vous pouvez créer une array de type collider, vous mettez tous vos colliders à l'intérieur, vous faites des glisser-déposer, et ensuite il va falloir simplement boucler sur cet array pour les désactiver lors de la mort et les réactiver lors du respawn. Mais en théorie vous ne devriez pas être beaucoup dans ce cas-là, et si vous êtes dans ce cas-là c'est que vous avez un petit peu bidouillé le projet, donc je considère que vous savez quoi faire. Ok, maintenant que on a fait ça, on va s'occuper de la méthode de mort. Donc dans die, on va simplement créer une boucle for. Encore une fois, on va boucler sur disableOnDef.length
length, et pour chacun des composants qui est dans disableOnDef, on va dire disableOnDef i.enabled égale false. Cette fois-ci, on n'a pas, comme dans setDefaults ici, la nécessité d'aller récupérer l'état du composant lorsqu'on a lancé le jeu. Simplement parce que ici on s'en fiche. Le personnage il est éliminé, donc tous les composants qu'on doit désactiver, on les désactive. On va d'ailleurs pouvoir ajouter un petit debug.log, juste pour rester un petit peu au courant de ce qui se passe sur notre serveur, et on va dire ici à l'intérieur transform.name plus est éliminé, ou peut-être a été éliminé. Donc ce debug.log sera lu lorsque un personnage est éliminé, donc lorsque die va être appelé. Il nous reste une dernière chose à faire dans die, c'est de désactiver le fameux collider, donc ce dont on parlait avant. Je vais remonter un petit peu, je vais copier les lignes que j'ai mis dans setDefaults pour récupérer le collider et le désactiver. Donc on va copier ça, on va le mettre dans die juste ici, et à la différence que là, on va donc mettre false parce qu'on veut désactiver l'élément. Le système tel qu'on l'a fait devrait fonctionner, alors il nous reste quand même à appeler la méthode setup depuis player setup, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, hein, pour préparer tous les fameux composants ainsi que leur statut. On va faire un appel des plus classiques, donc on va aller dans player setup. Dans la méthode start, une fois qu'on a vérifié qu'on est un local player ou non, donc peu importe le résultat, il faut qu'on sache si les scripts sont activés ou non. Et on va donc simplement faire un getComponent player, et dans player, on va appeler la méthode setup. Notre système est donc théoriquement terminé en termes de logique, en tout cas pour la partie mort du personnage, hein. Pour la partie respawn, elle n'est pas encore tout à fait en place. On va sauvegarder donc tous les scripts, on va retourner sur Unity, on peut sélectionner la préfab du joueur, et on retrouve maintenant dans player une array disableOnDef, dans laquelle on va devoir ajouter donc tous les fameux composants qu'on veut désactiver lors de la mort du personnage. Pour l'instant, dans disableOnDef, on va mettre deux éléments. On va glisser playershoot, parce qu'on ne veut pas que le personnage puisse continuer à tirer lorsqu'il est éliminé, et on va mettre playerController pour éviter que le personnage puisse se déplacer dans la scène lorsqu'il est éliminé. On va faire en sorte que nos tests soient un petit peu plus simples et plus rapides également, vu qu'on va devoir se faire des dégâts et éliminer les joueurs les uns les autres, plutôt que d'avoir une arme dans playershoot, dans weapon qui ne fait que 10 points de dégâts, on va monter ça à 40, sachant que nos joueurs ont 100 points de vie, normalement en 3 tirs un joueur est donc éliminé. Mais ce qu'on va également pouvoir faire, c'est des méthodes qui vont nous aider à tester nos systèmes. Sans pour autant qu'on ait besoin de connecter 2 joueurs sur le serveur, on va ajouter une méthode qui va nous permettre de nous infliger des dégâts à nous-mêmes. Ce qui fait que lorsqu'on s'inflige suffisamment de points de dégâts, notre joueur va être éliminé, et on va pouvoir tester le système en fait directement sans avoir à refaire un build et avoir 2 instances en même temps. La méthode qui va nous permettre de nous infliger des dégâts à nous-mêmes, eh bien en fait elle va simuler les dégâts venant d'un autre joueur. On va donc ajouter dans player une void update, que vous pouvez ajouter un petit peu où vous voulez, peu importe, moi je vais la mettre après setDefaults. Donc une void update, et nous ce qu'on va vouloir faire pour s'infliger des dégâts à nous-mêmes, c'est simplement appeler rpc take damage et passer un certain nombre de dégâts. On va donc attribuer une touche du clavier à cette action pour pouvoir appeler rpc take damage quand on veut. Donc on va dire input.getKeyDown, entre parenthèses keycode. Et là vous pouvez choisir une touche de votre clavier, alors là c'est vraiment à votre convenance. Moi je vais prendre la touche K du clavier. Mettez-la bien en majuscule, la touche que vous choisissez, c'est très important. On peut ouvrir cette condition, et à l'intérieur on va juste appeler rpc take damage, et on va pouvoir se passer un certain nombre de points de dégâts. Par exemple, si je mets 999, sachant que mon joueur a 100 points de vie, il va être éliminé instantanément. Il y a une petite particularité à faire, c'est que cette void update doit pouvoir être lue uniquement si on est le joueur local. Parce que le but là c'est de s'infliger des dégâts à nous-mêmes, et non pas à tous les joueurs qui sont présents sur le serveur. Donc on va juste rajouter une vérification, et on va dire que si on n'est pas le local player, donc si la void update est lue sur une autre instance qui n'est pas à nous, on va simplement return. On va pouvoir sauvegarder tout ça et enfin nous lancer dans le premier test de cet épisode. Donc on sauvegarde, on va simplement appuyer sur play, on va faire
host pour hoster une partie. Je vais effacer la console. Et donc j'ai mon personnage, je peux me déplacer comme d'habitude, mais si j'appuie sur la touche K, on peut voir que, a priori le jeu semble avoir planté, je vous rassure, hein, ce n'est pas le cas, tout va bien. Mais on voit dans la console qu'on a deux messages. Player 1 a maintenant moins 899 points de vie, donc forcément j'avais 100 points de vie, moins 999, donc ça fait moins 899. Et on peut voir également un message, Player 1 a été éliminé. Donc a priori, les bonnes méthodes ont été appelées. Je vais choisir le joueur dans la hiérarchie. Donc vérifiez bien que vous avez bien choisi le joueur Player 1 et non pas la préfab, hein, c'est très important. Et si on regarde les différents composants, on peut voir qu'effectivement il y a eu du changement. Le Sphere Collider est désactivé, donc le joueur n'a plus de boîte de collision. Player Controller est désactivé, je ne peux donc plus me déplacer. Et on peut voir également que Player Shoot est désactivé, donc mon personnage ne peut plus tirer. C'est pour ça que je disais qu'on a un peu l'impression que le jeu a planté, parce qu'on ne peut plus se déplacer, on ne peut plus bouger la caméra, on ne peut plus rien faire, mais en réalité c'est juste qu'on a désactivé ces fameux composants. Et si je les réactive à la main, Player Shoot, Player Controller, le Sphere Collider, et que je vais dans l'onglet Game, on peut voir que je peux de nouveau bien me déplacer. Donc l'élimination du joueur fonctionne bien. On peut arrêter le mode play, et maintenant il ne nous reste plus qu'à nous occuper réellement de la possibilité de respawn. Pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle un e-enumerator, ou plutôt une coroutine. On va en fait, lorsqu'un personnage est éliminé, créer un délai de quelques secondes, et une fois que ces quelques secondes sont passées, on va simplement automatiquement faire réapparaître le joueur dans la scène sur l'un des points de spawn. On va en fait ajouter ce qu'on appelle un délai de réapparition. On va retourner dans notre script player, et tout en haut, pour pouvoir utiliser les coroutines, on va avoir besoin d'utiliser using system.collection. Une fois qu'on a ajouté ce using, on va pouvoir, quelque part dans notre script, on va créer une e-enumerator en privé, donc e-enumerator, attention pas enumerable, c'est pas pareil, et on va appeler cette méthode respawn. À l'intérieur de cette méthode, on va vouloir donc marquer un délai d'attente. On va attendre un certain temps avant de pouvoir passer à la suite, et cette fameuse suite c'est la réapparition du joueur. Donc lorsque le processus de réapparition est lancé, la première chose qu'on veut faire, c'est yield return new wait for seconds, et entre parenthèses on va préciser un certain temps en secondes qui va correspondre donc au délai de réapparition. Par exemple, je peux mettre 3f pour attendre 3 secondes. Sachant que vous pouvez ici mettre soit des variables in, soit des variables float, hein, donc vous pouvez attendre un délai avec un nombre à virgule. Je vous déconseille de mettre quelque chose de trop élevé, sinon pour vos tests vous allez devenir fou. Après que le joueur ait été éliminé et donc qu'il ait attendu 3 secondes pour son délai de réapparition, on va appeler setDefaults pour simplement lui remettre tous les paramètres nécessaires. Donc on va désactiver isDead, on va remettre ses points de vie, on va lui réactiver ses composants, son collider, etc. Donc le joueur là techniquement il est de nouveau apte à combattre. Par contre on n'a pas envie que le joueur réapparaisse, respawn exactement là où il a été éliminé, ce qui est le cas donc avec le système actuel. Ce qu'on veut nous c'est simplement replacer ce joueur à l'un des points de spawn dans la scène. Et techniquement vous en avez déjà, comme moi, j'avais créé spawn point 1, spawn point 2, vous en avez peut-être ajouté plus, hein, ça fonctionnera aussi évidemment. Et notre but ça va être donc de récupérer l'un de ces points et d'y déplacer le joueur. On va donc créer une variable temporaire transform, qu'on va appeler startPoint, et qui va être égale network manager. On va pouvoir faire un point singleton qui va nous permettre d'accéder à l'instance unique de network manager. On n'a qu'un seul composant de ce type dans notre scène, et le point singleton va simplement nous le renvoyer. Et on va plutôt appeler la méthode getStartPosition. Et une fois qu'on a récupéré un point de spawn, alors on va peut-être plutôt mettre spawn point au lieu de start point, ça sera un peu plus juste. Et une fois qu'on a récupéré donc l'un des fameux points de spawn, on va pouvoir attribuer les positions de ce point à notre personnage. Donc transform.position égale spawnPoint.position. Ce qu'on peut également faire, et ce que je vous recommande de faire, c'est transform.rotation égale spawnPoint.rotation. Concrètement, lorsque le joueur va réapparaître, il va regarder droit devant lui. Dernière chose à faire, appeler respawn, parce qu'actuellement cette méthode existe, cette coroutine existe, mais elle n'est pas appelée. Et on va donc dans la fonction die, tout en bas, après qu'un joueur ait été éliminé, on va directement appeler une coroutine, et pour ça on va faire start coroutine, et on va passer entre parenthèses la méthode respawn. Vous pouvez sauvegarder tout ça, retourner sur Unity,
On va pas avoir besoin de faire un build tout de suite, on a toujours notre méthode pour nous infliger des dégâts. Donc on va pouvoir tester ça facilement, on appuie sur play, on host une partie. Je vais me mettre dans un coin de la map, et je vais appuyer sur la touche K. Donc mon joueur perd des points de vie, il est éliminé, et après 3 secondes, comme vous pouvez le voir, le joueur est bien réapparu à l'un des points de spawn. Et vous pouvez donc retester ça autant de fois que vous voulez, votre personnage va toujours réapparaître après les 3 secondes. Alors je viens de vous dire 3 secondes, mais comme je l'ai dit, peut-être que vous avez utilisé une valeur différente. Vous voulez peut-être que les délais de réapparition soient plus ou moins longs. Le problème c'est que là, on l'a mis en hardcode directement dans Respawn. Donc on a écrit directement 3 ici, ce qui fait que si on veut modifier le temps de respawn, il faudra à chaque fois qu'on réouvre ce script et qu'on le modifie. On a déjà un petit peu parlé de ça, et je vous avais dit que le mieux c'est d'utiliser simplement des variables, et potentiellement de centraliser toutes ces valeurs, tous ces paramètres qu'on veut pouvoir modifier assez facilement. On va donc créer une classe, on va créer un script qui va être responsable de contenir toutes ces valeurs pour la configuration d'un match ou d'un serveur. On va retourner sur Unity, on va aller dans notre dossier script, et on va créer un nouveau script, donc clic droit, create, C# script, et on va l'appeler match settings, donc les paramètres du match, et vous pouvez ouvrir ce script. Script qu'on va beaucoup nettoyer, parce qu'on n'aura ni besoin de méthode, ni besoin de using, ni besoin de monobehavior. Donc effectivement ça va être très rudimentaire. On va juste marquer cette classe comme étant system.serializable, et on va créer simplement pour l'instant juste une variable public float respawn timer qu'on va mettre égal à moi je vais mettre 3 secondes, donc c'est le fameux temps de réapparition, hein, vous pouvez mettre plus ou moins comme vous voulez. Pour pouvoir accéder facilement à respawn timer et à toutes les autres variables qu'on aura rajoutées par la suite, eh bien on va pouvoir passer par notre script Game Manager. On va retourner sur Unity, on va ouvrir Game Manager, et dans Game Manager, on va ajouter ce qu'on appelle un singleton. Pour résumer, un singleton, c'est un élément qui va exister une seule fois dans notre scène, et c'est le cas du Game Manager. Ce script Game Manager ne sera présent qu'une seule fois dans notre scène. Actuellement, il est présent sur l'objet du même nom, Game Manager, et lorsqu'un élément existe qu'une seule fois, on peut le définir comme étant un singleton, et on va pouvoir accéder facilement à ce script et à toutes ses méthodes et toutes ses variables. Avant de créer ce fameux singleton, on va donc créer une référence dans Game Manager à notre match settings. Donc on va créer une variable de type match settings, qu'on va appeler match settings également. On peut sauvegarder. Si on retourne sur Unity, dans le Game Manager, on peut voir que il y a bien match settings qui apparaît maintenant avec le fameux respawn timer. Donc ça c'est grâce au system.serializable qu'on a mis tout en haut de match settings. Donc c'est bien beau, Game Manager a accès aux match settings, mais nous, le temps de réapparition, le délai de réapparition, on a besoin d'y accéder depuis notre script player. Donc il nous reste une dernière connexion à faire en quelque sorte, c'est pouvoir accéder facilement à match settings et à Game Manager depuis d'autres scripts, notamment player. Et c'est donc là qu'on va créer le fameux singleton. Pour créer un singleton, on va créer une variable publique, statique, qu'on va mettre de type Game Manager, vu qu'on est dans Game Manager, et qu'on peut simplement appeler instance. On va ensuite créer une void awake, dans laquelle on va simplement dire que si notre variable instance est nulle, donc if instance égale nul, alors on va dire que instance va être égal à 10. Et on va pouvoir faire un return. On va faire en sorte que ce script se stocke lui-même dans la variable instance qui est marquée comme statique, et on va donc pouvoir très facilement accéder à Game Manager et donc à toutes ses méthodes et ses variables. On va juste ajouter à la suite de cette condition un debug.log, debug.log error même, parce que c'est très grave si on arrive ici, et on va marquer plus d'une instance de Game Manager dans la scène. Donc cette ligne n'est jamais censée se lire, parce qu'on est censé n'avoir qu'un seul Game Manager dans notre scène. On n'est pas censé en avoir plusieurs. Voilà, une fois que le singleton est fait, et une fois que Game Manager a accès donc aux match settings, on va pouvoir, depuis Player ici, plutôt que de mettre ici le délai de réapparition en dur, on va pouvoir accéder à Game Manager.instance, on va accéder aux match settings, et plus précisément au respawn timer. Ça peut paraître un petit peu beaucoup tout ce qu'on vient de faire juste pour accéder à respawn timer qu'on aura stocké
autre part, donc dans le Game Manager, mais en réalité là on vient de mettre en place le système. Ce qui veut dire que si jamais on ajoute d'autres éléments dans Match Settings, ce qui sera sûrement le cas, eh bien on pourra juste faire GameManager.instance.MatchSettings et récupérer la valeur qu'on veut. On n'aura pas besoin de recréer le singleton, de créer des accès d'un script à un autre, etc. Là le système est en place, et on aura facilement la possibilité d'ajouter des paramètres pour nos parties ou nos serveurs. Maintenant qu'on a fait tout ça, place au test final. Sauvegardez donc tous vos scripts si ce n'est pas déjà fait, retournez sur Unity et on va faire cette fois-ci un vrai test en faisant un build. Donc on peut aller, une fois qu'on a tout sauvegardé, dans File, Build and Run. Mon build vient d'être terminé, donc mon instance se lance. Je vais créer un serveur sur Unity, host. Sur l'instance, je vais rejoindre le serveur, donc les deux joueurs se sont bien rejoints. On va aller se mettre dans un coin de la carte pour pouvoir bien voir le système de réapparition, donc je vais me mettre par ici. Je vais effacer la console, je vais rejoindre le joueur. Je vais plutôt passer sur l'instance, comme ça on va pouvoir garder un œil sur la console de Unity. Et normalement, si je tire 3 fois sur le joueur adverse, il va perdre tous ses points de vie et il sera éliminé. Pour rappel, le joueur a 100 points de vie, et j'ai configuré l'arme pour faire 40 points de vie. Donc avec l'instance, je vais cliquer une fois, on peut voir Player 1 a été touché, il a maintenant 60 points de vie, puis 20 points de vie, et si je tire encore une fois, dans la console me dit que Player 1 a été éliminé, et on peut voir qu'il a été replacé au niveau de son point de spawn là-bas. Et on peut voir que c'est synchronisé sur les deux instances parce que sur Unity, lorsque j'ai été éliminé, j'ai bien été replacé au bon endroit. Et ça fonctionne évidemment dans le sens inverse, donc si l'hôte élimine l'instance, je tire 3 fois, Player 2 a été éliminé, on va le voir disparaître et réapparaître juste à côté, donc sur l'un des deux points de spawn. Nous avons donc fait le tour du système d'aujourd'hui, mission accomplie, nous avons un système de respawn. Alors je vous accorde que visuellement c'est pas vraiment top. Lorsqu'un joueur est éliminé, il n'est pas prévenu, il a juste ses composants qui se désactivent, donc il ne peut plus se déplacer, il peut plus rien faire pendant 3 secondes avant de réapparaître. Tout comme le tireur, une fois qu'il a éliminé quelqu'un, eh bien il n'est pas forcément au courant. Bref, visuellement il y a plein de choses à améliorer et ne vous inquiétez pas, je suis au courant, évidemment, et c'est quelque chose qu'on traitera un petit peu plus tard. On ajoutera des particules lorsqu'un joueur est éliminé, on indiquera les différentes éliminations dans le kill feed, on affichera un message sur l'écran du joueur qui est éliminé et encore plein d'autres choses. Donc ne vous inquiétez pas, ça sera pour l'un des prochains épisodes. Et justement au prochain épisode, on abordera un gros sujet qui sont les graphismes et on ajoutera le modèle 3D de notre joueur. Donc on dira adieu à nos petites sphères blanches pour accueillir un vrai modèle 3D, mais on en reparlera la prochaine fois. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, je vous rappelle que si vous appréciez cette série et plus généralement mon travail, vous pouvez me soutenir financièrement si vous pouvez et si vous le souhaitez sur Tipeee ou Utip, au choix. Un grand remerciement à tous les tipeurs du mois dernier qui sont affichés sur la droite de l'écran, et sans qui cette série n'aurait pas été possible, et j'ajoute également un remerciement particulier à Schizocell, Castelbern, Ulgom, Spyprog et Fred Batsword. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de cette série. À très bientôt, salut!